Dans ma dernière vidéo, je vous ai montré l'objectif le moins cher que j'ai pu acheter sur internet. Aujourd'hui, on part à l'extrême opposé. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un objectif cinéma, quelles sont les différences avec ceux que vous avez sur votre étagère. D'ailleurs, cette vidéo, c'est pas une surprise et j'en ai profité pour poster une photo de cet objectif sur les groupes de vidéastes pour vous demander si vous aviez des questions au sujet des objectifs ciné. Et vous m'en avez envoyé quelques-unes, donc je vais y répondre tout au long de la vidéo et merci de me les avoir envoyées. C'est super sympa de dynamiser un petit peu comme ça. Au fait, si vous êtes nouveau ici et que le milieu de la vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. J'adore vous partager mon métier et voir que vous aimez ça. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, vous êtes déjà plus de 400 à m'avoir rejoint, dont une personne qui attendait ça au tournant. Et merci beaucoup en tout cas parce que c'est super encourageant pour la suite. Bref, je vous ai préparé une liste point par point sur ce qui fait la différence entre un objectif photo, un objectif vidéo et un objectif cinéma. C'est d'ailleurs la première question qu'on m'a posée dans les groupes. On m'a demandé quel est l'intérêt de prendre un objectif cinéma par rapport à un objectif standard. La réponse courte à cette question-là, c'est que là où un objectif classique va privilégier la taille et la légèreté, l'objectif de cinéma de son côté, il doit être robuste et il va être utilisé dans des environnements où la moindre perte de temps, ça représente aussi une perte d'argent qui peut être conséquente. Tout est fait pour que les opérateurs de caméra puissent se concentrer à 1000% sur la beauté de l'image et non sur la gestion du matériel. D'ailleurs, l'image, elle n'est pas toujours meilleure sur un objectif de cinéma. La deuxième question, c'est Diane qui m'a demandé de comparer les plans entre un objectif standard et un objectif ciné. Et je sais déjà que ça va être super compliqué de les départager simplement avec l'image parce que c'est souvent les mêmes objectifs et les mêmes éléments en verre qu'on a dans des objectifs photo haut de gamme, mais qui sont mis dans une forme qui est simplement plus adaptée à la production de vidéos. Arri propose d'ailleurs une série d'objectifs hors de prix et pourtant quand on lit le détail technique, ils indiquent qu'ils sont faits à partir d'objectifs anciens, réutilisés et retravaillés avec leur propre savoir-faire. Donc ce qu'on va faire, c'est un petit jeu. Je vais vous montrer 3 plans identiques. Je vais filmer avec la même caméra, le même sujet dans les mêmes conditions d'exposition et il n'y a que l'objectif qui va changer. Soyez attentifs, je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour répondre à 2 questions. Numéro 1, quelle est votre image préférée? Évidemment sans utiliser de critères scientifiques, il ne faut pas essayer de deviner lequel est lequel, je parle de préférence intuitive et personnelle. Et le 2, à votre avis, quel est l'objectif cinéma? Quel est le Sigma? Et quel est le Samyang VDSLR? Vous pourrez voir les réponses des autres personnes après avoir répondu pour comparer vos préférences et je vous donnerai la réponse en fin de vidéo. Alors faites-moi les malins, hein. C'est beaucoup plus difficile qu'on croirait de différencier ces deux-là juste à partir de la qualité de l'image. Bref, comme je vous disais, je vous donne le résultat en fin de vidéo. Allez, maintenant on va rentrer dans le détail des différences. On va commencer par le plus évident, le gabarit. 800 grammes, 1,6 kg. Cet objectif-là, il est 2 fois plus lourd alors qu'ils ont presque la même focale. 18-35, 18-50. On passe d'un mélange métal-plastique à un objectif qui est tout en métal. Et en plus, comme vous pouvez le voir, celui-là, il est beaucoup plus long et large. Surtout large en fait. Et en fait, c'est fait exprès. Vous vous rappelez, il y a quelques mois, je vous ai présenté ma Matbox, la Basecamp de Polar Pro, et je vous ai expliqué que pour la monter sur un objectif photo, il fallait mettre un adaptateur vissable pour augmenter le diamètre à 114 mm. Et bien c'est précisément pour ça que celui-là est plus gros. Les objectifs cinéma, ils ont un diamètre extérieur qui est standard et qui est de 114 mm, mais du coup, plus besoin d'aucun adaptateur pour la Matbox. Si je devais passer d'un objectif ciné à l'autre en cours de tournage, je peux retirer la Matbox, changer d'objectif et remettre la Matbox en un clin d'œil. Pas besoin de transférer tous les adaptateurs au passage. En plus, comme vous pouvez le voir, ça rend la route focus beaucoup plus grosse et la distance à parcourir pour aller d'un extrême à l'autre est beaucoup plus importante. En photo, ça va super vite. On a besoin de passer d'un sujet parfois super éloigné à l'autre en un rien de temps et du coup, un petit quart de tour et on a parcouru toute la plage de focus. En vidéo, on va en général plus prendre notre temps pour essayer de rendre la transition du focus plus esthétique. D'ailleurs, pas de contact ici. Le focus sur un objectif de cinéma, il est complètement manuel. Pour passer de 30 à 60 cm sur celui-là, on est déjà sur une distance beaucoup plus grande. La transition sera plus délicate. Bref, il n'y a pas que le diamètre frontal qui soit standard. Vous pouvez voir qu'on a 3 roues, une pour le focus, une pour le zoom, une pour l'ouverture, et chacune de ces roues est crantée. Le fait d'avoir les roues crantées, ça nous permet d'utiliser un follow focus sans adaptateur, ce qui est encore un gain de temps lors d'un tournage. D'ailleurs, j'ai eu une question à ce sujet. Il y a Pierre qui m'a demandé, est-ce que tous les types de follow focus déportés peuvent entraîner la bague? Moi, je trouve que la force requise pour entraîner la roue sur cet objectif-là, elle est beaucoup moins importante que sur un objectif photo. Le mouvement, il est contrôlé
contrôlé, ample, et même sur le follow focus que j'utilise, qui est manuel et qui coûte que 30 €, il y arrive sans aucun problème. Tant qu'on en est à parler de focus, on dit souvent que les objectifs photo respirent quand on change le focus. C'est parce que quand les éléments en vert bougent à l'intérieur, ça décale le foyer, et donc l'objectif zoom ou dézoome un tout petit peu. C'est pas du tout gênant en photo, par contre en vidéo, ça peut être vachement distrayant pour la personne qui regarde, et du coup, les objectifs ciné sont en général optimisés pour être moins victimes de respiration de focus. On change de domaine, on va maintenant parler de l'ouverture. Vous avez peut-être remarqué qu'en général, on peut la régler par palier sur nos objectifs photo. On dit que l'ouverture est cliquée. Sur un objectif ciné, elle est décliquée. Le réglage de l'ouverture est continu, donc beaucoup plus précis, et en général, on a également plus de lame pour l'iris, qui nous permet d'avoir un flou d'arrière-plan qui est plus harmonieux. En plus de ça, on a une unité de mesure de l'ouverture qui est différente. Pour la photo, on a des f-stop. Le f, ça correspond à focal. Cet objectif-là, il ouvre à f sur 1.8. Pour un objectif de 100 mm à f sur 1.8, le diamètre du trou qui va laisser passer la lumière sera de 55,5 mm à peu près. C'est la mesure du diamètre. Dans le cinéma, on parle de T-stops. T, c'est pour transmis. Le T-stop mesure la quantité de lumière qui est effectivement transmise de l'objectif au boîtier, indépendamment du diamètre du trou. C'est donc beaucoup plus précis, et si je prends deux objectifs de cinéma qui sont à T2, je suis sûr d'avoir la même luminosité transmise à l'objectif. Alors que si je prenais deux objectifs photo à f sur 2, pour avoir des décalages en luminosité sur l'image. Du coup, avec le T-stop, il n'y a pas de place à l'imprévu lors d'un tournage et pas de mauvaise surprise au moment du montage. Bon, et si on parlait de la monture maintenant, vous avez vu la taille de ce capuchon micro 4/3, capuchon PL. En fait, la monture standard dans le cinéma, elle n'a pas changé depuis 50 ans. Il s'agit de la monture Positive Lock, ou PL, qui a été introduite dans les années 70. Et comme vous pouvez le voir, elle est assez massive comparée à celle dont on a l'habitude. Ce qui est marrant, c'est qu'en photo, on est plus habitué à verrouiller l'objectif en le tournant, alors qu'avec la monture PL, on insère l'objectif et le verrou est mécanique sur la monture. Et c'est un petit peu normal que ce soit aussi gros, parce que la monture PL, elle est vouée à abriter des capteurs qui sont beaucoup plus grands et à porter des objectifs qui sont beaucoup plus lourds. En plus, sur les montures PL modernes, on a des contacts électroniques qui marchent dans les deux sens. Tout est manuel, mais l'objectif il va pouvoir dire à la caméra quelle est la distance de focus, quel est le niveau de zoom, quelle est l'ouverture. Comme ça, on pourra en garder trace dans les fichiers de vidéo et ce sera plus facile de s'y retrouver au moment du montage. Pour installer un objectif à monture PL, il faut ouvrir le verrou sur la caméra, insérer l'objectif tout droit, puis le verrouiller en tournant dans l'autre sens. Il y a des objectifs ciné qui sont évidemment compatibles avec des montures plus répandues, notamment les Zin de chez Samyang ou les Zeiss Contact Prime. Il y a aussi des objectifs cinéma où on peut démonter la monture de l'objectif et la remplacer. Mais le standard, c'est la monture PL. D'ailleurs, moi, j'ai dû remplacer la monture EF de ma caméra pour installer la monture PL. Petit coup de pression d'être aussi près du capteur avec un tournevis, mais au final, ça s'est super bien passé et je l'ai fait en moins de 5 minutes. Antonin m'a posé la question sur Facebook de l'adaptabilité. Et ben, si votre caméra n'a pas de monture PL, essayez de trouver un objectif ciné qui soit adapté à votre propre monture ou avec une monture interchangeable. Il y a bien des adaptateurs, mais je trouve que c'est pas vraiment l'idéal en fait. Et j'ai l'impression qu'il vaut quand même mieux choisir des objectifs qui sont directement faits pour notre caméra avant de commencer à utiliser des adaptateurs. Un autre facteur important pour du cinéma, le traitement du verre. Le verre, il est souvent traité et optimisé pour avoir moins de distorsion périphérique, même sur des objectifs grand angle. On essaye également de les traiter contre les aberrations chromatiques. Là où ça change de manière un peu moins intuitive, c'est qu'en général, sur un objectif photo, on va aller le corriger pour chercher à contrer les reflets à contre-jour. D'ailleurs, en général, ils vous sont vendus avec une de ces capuches-là qui permettent de bloquer les rayons du soleil incidents pour pas avoir ces reflets-là. À l'inverse, les objectifs de vidéo et de cinéma, ils sont traités pour justement avoir des reflets à contre-jour, mais qui soient un petit peu contrôlés. D'ailleurs, on en voit souvent au cinéma, et c'est vrai que dans une vidéo un peu cinématique, contemplative, ça a quand même un petit peu de gueule, le fait d'avoir des reflets par-ci par-là, ça vient rajouter une autre dimension à l'image. Dernier avantage, et pas des moindres, si je prends un zoom photo manuel, que je fais le focus sur un objet et que je zoome, je vais perdre le focus. Le sujet, il va devenir flou, et c'est normal parce que le focus se déplace quand je zoome. C'est pas spécialement problématique parce que l'autofocus va venir compenser ça, mais un objectif cinéma, il est manuel. Par contre, pour compenser ce truc-là, ils sont en général ce qu'on appelle parfocal. Un objectif qui est parfocal, ça veut dire que si je zoome, la distance de focus sera constante et le sujet, s'il ne se déplace pas, restera toujours au focus. Et c'est extrêmement pratique parce que si je décide de changer le niveau de zoom sur une scène, les marques de focus sur mon follow focus seront toujours valides. Et si je tourne en reportage, je peux zoomer sur mon sujet ou dézoomer sans m'inquiéter de son focus. Vous me direz oui, mais un bon autofocus c'est mieux. Ben oui et non, parce que c'est super pratique, c'est clair, mais un focus manuel maîtrisé, ça produira toujours des meilleurs résultats qu'un autofocus, même très performant. Bon, on a vu ensemble tous les avantages.
Maintenant, on va parler des inconvénients. Parce que, autre que le poids et l'encombrement, pour moi, il n'y en a qu'un, c'est le prix. Le cinéma, c'est un marché qui est de niche et où les utilisateurs ont des très gros budgets. Donc, inévitablement, des objets comme celui-là, ils sont super chers et durs à trouver. Pour du neuf, on est à minimum 1500 € pour les Samyang Zin dont je vous parlais tout à l'heure, qui est exactement la même optique d'ailleurs que ceux qui sont dans les VDSLR à 500 €. Vous ne faites que payer le coût de développement supplémentaire et le gain en productivité. Bon, alors attention, je dis pas du tout que ça vaut pas le coup, au contraire. J'espère vous avoir démontré avec ma vidéo que c'est worse. Mais le gain en productivité, c'est un gain qui coûte cher. Bref, 1500 € pour un Zin, 5000 € pour un Sigma version ciné ou un Zeiss Contact Prime. Et si on va tout en haut du panier, on est à 30 000 € hors taxe pour les fameux Arri Master Prime, qui sont même pas des zooms et qui s'achètent en général dans des sets de 4 ou 5 objectifs entre 150 000 et 200 000 €. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez vous amuser à prendre l'appli IMDb dans la section détails techniques quand vous regardez un film et vous verrez que presque tous les films et séries modernes utilisent des objectifs cinéma hors de prix. En fait, en général, ils sont carrément achetés par des maisons de location qui les louent elles-mêmes aux productions pour les tournages. Alors ça reste extrêmement cher, même en location, mais ça fait partie d'un budget et puis croyez-moi que s'ils le font, c'est qu'ils estiment que d'une manière ou d'une autre, c'est bien assez rentable. De mon côté, comment ça s'est passé? C'est tout bête en fait. Je prévoyais de remplacer mon Sigma 1835 par un Canon série L parce que bien qu'il soit super abordable, l'image est super tranchante et je trouve qu'elle rend assez numérique. Alors je sais qu'il y a des vidéastes qui cherchent cet effet. Je prends l'exemple de Marques Borni, 10 millions d'abonnés, qui filme d'ailleurs ses vidéos avec la version ciné de cet objectif qui coûte 5000 €. Mais je suis la preuve que ça correspond pas à tout le monde. Du coup, j'ai fait des recherches sur les alternatives qui s'offraient à moi en occasion et c'est comme ça que je suis tombé sur eBay sur cet objectif de la marque Red en 17-50 mm. J'ai adoré sa personnalité à partir des tests que j'ai vus. Il était proposé plutôt cher, mais l'annonce était en ligne depuis un bon moment. Du coup, j'y suis allé au culot, puis j'ai envoyé une offre au vendeur à peu près un tiers de son prix et il a accepté sans discuter. Final, l'objectif plus la monture pour ma caméra, j'en ai eu pour moins cher que l'équivalent chez Canon en série L, avec une plage de zoom un petit peu plus grande et tous les avantages des objectifs de cinéma. Donc vraiment par opportunité que je l'ai acheté, et je crois pas que j'aurais pu acheter un objectif cinéma au prix neuf ou même au prix sur lequel il était affiché sur eBay. Mais ce que ça démontre, c'est que en creusant un petit peu et en faisant des recherches, on peut toujours trouver le moyen de faire des bonnes affaires. Donc pour répondre à la question de Merwan, c'est un 17-50, donc si on prend en compte la taille de mon capteur Super 35, ça équivaut à un 24-70. 24 c'est grand angle, 70 c'est un léger zoom, donc il couvre toute la plage grand angle et normale, ce qui le rend super polyvalent, c'est parfait pour mes besoins. Malgré tout, ça reste quand même un sacré budget, d'autant que votre caméra elle accepte pas forcément les objectifs PL. Du coup, il y a plein de solutions alternatives qui sont beaucoup plus abordables. Par exemple, les Samyang VDSLR. Ils n'existent pas en version zoom et ils n'ont pas tous les avantages des objectifs ciné. Par contre, vous avez le focus et l'ouverture continue, les dents pour les follow focus. Ils se trouvent en monture EF, micro 4 tiers et compagnie. Et en plus, ils se trouvent entre 250 et 450 € selon les sites où vous l'achetez. Donc je pense qu'en vrai, c'est un super compromis, surtout si vous voulez vous essayer aux objectifs de vidéo. Vous pouvez aussi partir sur de l'occasion, comme moi, ou trouver des bons plans sur du vintage et croyez-moi, il y en a tout le tour d'internet. La dernière solution, c'est de vous renseigner sur les organismes associatifs autour de chez vous qui louent du matériel de cinéma. Par exemple, dans le Nord, on a l'association Pictanovo, à laquelle vous pouvez adhérer pour 50 € par an de mémoire, et après vous pouvez y louer du matériel super haut de gamme pour presque rien, quoi. Par exemple, un Zeiss Contact Prime focal fixe en monture PL, vous vous en tirez pour 27 € par jour, alors qu'il s'achète autour de 2000 € en occasion, je dirais. Et si vous n'avez pas de caméra, vous pouvez même louer en plus une caméra Sony haut de gamme pour 75 € par jour, avec les supports d'enregistrement inclus. Donc par 100 € par journée de tournage, et vous avez un setup complet pour aller tourner un truc de qualité. Bon allez, c'est l'heure du reveal maintenant. Les plans que je vous ai montrés au début. Par ordre de prix, la dernière vidéo, c'était le Samyang. Pour rappel, il se trouve entre 350 et 450 € selon les sites. C'est un super plan pour démarrer la vidéo. L'image manque énormément de piqué quand on ouvre au maximum à T1.5. Mais comme vous avez pu le voir, une fois qu'on l'a redescendu à T4 et un petit peu en dessous, la douceur de l'image, c'est qu'un mauvais souvenir. Et attention, la douceur de l'image, c'est pas forcément une mauvaise chose. On a toujours une douceur qui est assez proche de celle qu'on a naturellement quand on observe un objet. Concernant les défauts, je l'aurais jamais remarqué si j'avais les images en séparé, mais en mettant les plans côte à côte, je me suis rendu compte que c'est celui pour lequel je trouve les couleurs et textures les moins fidèles. Vous voyez la teinte légèrement plus jaunâtre sur le visage de Lena? Sur la deuxième vidéo, vous avez pu apercevoir l'objectif Sigma. C'est le plus facile à reconnaître en aveugle parce que ses couleurs sont très neutres, le piqué est exceptionnel et c'est vraiment caractéristique des objectifs Sigma Art. C'est comme si on portait des lunettes correctrices parfaitement réglées, voire un peu trop corrigées. C'est ça qui les rend super populaires sur les chaînes de tech, mais c'est aussi pour ça qu'ils sont moins utilisés dans d'autres contextes et dans le cinéma. Et la première vidéo que vous avez vue, c'est l'objectif Red. Je suis pas vraiment le plus neutre pour donner mon avis, mais je trouve qu'il a une image qui est vraiment à mi-chemin entre les deux. On a plein de détails sur la peau, on a des jolis contrastes, et pour autant, on n'a pas des contours qui sont aussi nets qu'avec le Sigma. C'est un peu plus naturel. Par contre, si je devais trouver un défaut, c'est
qu'à exposition équivalente, on voit que le flou d'arrière-plan est un petit peu moins intense. Et c'est vrai que ça a quand même son importance. Bref, en tout cas, ce que confirme ce comparatif, c'est que ce que recherchent les acheteurs d'objectifs ciné, c'est pas nécessairement une image qui est plus belle. Bien qu'elle soit quoi qu'il en soit très belle, ce qu'on va chercher en achetant un objectif cinéma, c'est tous les petits autres avantages qui apportent un gain en productivité une fois sur un tournage. D'ailleurs, j'ai hâte d'aller dans les résultats du sondage pour voir les objectifs que vous avez préférés et j'espère que ça confirme ce que je vous dis là, parce que si ça se trouve, je me plante totalement et vous avez tous dit c'est celui-là que je préfère. Mais en tout cas, j'espère que ma vidéo, elle vous aura permis d'apprendre plein de choses sur les objectifs ciné. Ça a été pour moi beaucoup de travail de la rédiger, mais je me dis qu'elle pourra vous aider à vous rendre compte de si c'est le genre d'objectif qui est adapté à votre façon de travailler et à vos besoins. Et du coup, s'il vaut mieux que vous restiez sur des bons objectifs photo ou au contraire que vous partiez sur du ciné pour vos prochains achats. N'oubliez pas de me dire en commentaire si la vidéo vous a plu et à me poser vos autres questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Partagez-moi les sujets dont vous aimeriez que je les aborde la prochaine fois. D'ici là, passez une super journée et puis on se dit à la prochaine.